Place maintenant à notre guichet, aujourd'hui dédié à la position assise, Quentin Bollen. Oui, et une petite question pour vous, Philippe, pour commencer. Combien de temps restez-vous assis dans une journée, selon vous ? Alors, à mon avis, ça se compte en heures. Alors, je ne sais pas, 5, 6, 7 heures peut-être, ou plus. Ouais, alors vous êtes plus ou moins dans la moyenne, Ouais. parce que selon l'Observatoire suisse de la santé, en 2022, la population suisse a passé en moyenne 5,7 heures par jour en position assise pendant la semaine. Cette étude a aussi fait ressortir que près d'une personne sur 4 passe plus de 8h30 par jour dans cette même position. Pas super lorsque l'on lit que sur le site de l'Office fédéral de la santé publique que la position assise prolongée est associée aux maladies cardiovasculaires, au diabète de type 2 et à la mortalité cardiovasculaire, oncologique et globale. Il est généralement recommandé de réduire la sédentarité à tout âge ou de l'interrompre régulièrement en pratiquant une activité physique. Alors c'est vrai qu'on passe la majorité de son temps assis, enfin ça dépend aussi du travail que l'on exerce, d'où l'importance quand même d'avoir une bonne posture lorsqu'on est dans cette position, Quentin. Oui, une bonne posture et du matériel adapté, particulièrement à son poste de travail, puisque c'est là qu'on passe une grande partie de son temps assis. Mais comment adopter la bonne position et comment choisir du matériel de bureau adapté ? Comment ne pas rester assis trop longtemps ? Et que peuvent mettre en place les employés concernant l'ergonomie de leur place de travail ? Et toutes ces questions, vous pouvez nous les poser dès maintenant à nos deux spécialistes qui vous répondront en direct. Oui, et pour nous parler en direct, par téléphone, vous composez le 0800 108 208. Pour nous laisser un message vocal, c'est le 076 206 12 12 et on en parle @rts.ch pour les messages écrits. Et ce matin, à notre standard, il y a Anouk Verli, Héloïse Nussbaum et Vlada Nazarenko. Et donc, pour nous accompagner, deux spécialistes que je vais vous présenter immédiatement. Bonjour Olivier Girard. Bonjour. Alors, ça me fait bizarre de vous recevoir parce que j'ai un frère qui porte le même nom que vous, figurez-vous. Mais il n'a pas la même spécialité que vous. Vous êtes ergonome et posturologue. Alors, en entendant les chiffres qu'évoquait Quentin tout à l'heure, une personne sur 4 en Suisse qui passe plus de 8h30 en position assise, on imagine qu'en tant qu'ergonome, que posturologue, vous devez souvent vous intéresser à cette thématique. Exactement. Tant en entreprise que pour les privés, la thématique assise revient extrêmement souvent. Je pense très honnêtement que les chiffres pourraient même être plus élevés. Je ne serais pas très surpris. Oui. Olivier Gérard, que pouvez-vous nous dire de notre position assise à nous, à Philippe et à moi qui sommes vous voyez en face que le de buste, vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire alors? Je vois que Philippe est stressé de ma présence, qu'il essaye de faire un effort pour bien se tenir, et je vois que vous avez lu mon livre entre les lignes. Okay, non, blague à part. Si vous voulez, quand je regarde la posture de quelqu'un, je ne fais pas une photo. J'ai besoin de l'observer pendant quelques minutes pour voir comment il retombe dans ses habitudes dès que son attention se relâche. La posture, c'est l'utilisation consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire de chaque muscle et articulation de votre corps. Donc vous voyez, c'est quelque chose de local, de global, de dynamique, et il faut juste se donner quelques minutes pour voir. Par contre, je vois que vous semblez avoir tendance à vous poser sur le coude droit. Ça tord votre dos. Donc ça n'est pas bien. Justement, comment vous accompagnez les personnes à adopter la bonne posture en étant assis ? Comment vous faites justement pour essayer de les aider à avoir cette bonne posture et à préserver au mieux leur santé ? Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où je vais avoir un client individuel, quelqu'un qui me consulte, et puis le cas de figure où je travaille en entreprise. Je vais travailler de façon beaucoup plus détaillée avec quelqu'un que je vois pendant 8 ou 10 sessions de 45 minutes ou 1 heure qu'avec une personne que je rencontre pendant 1 heure en entreprise. Mais d'une façon générale, si vous voulez, on a tendance à m'appeler quand il y a le feu à la maison, c'est-à-dire quand il y a un problème. Et bon, j'allais dire, l'inconvénient, c'est que c'est un peu tard. L'avantage, c'est que le corps est en train de nous dire quelque chose. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de comprendre ce que le corps nous raconte. Vous voyez, quelqu'un qui a une hernie discale, par exemple, dans le bas du dos, on sait qu'il faut aller chercher tel et tel type de contrainte. Et donc, je vais remonter, un peu comme un enquêteur, le fil de la pathologie et essayer de comprendre ce que le corps de cette personne nous raconte là et ancrer mon intervention sur le problème de la personne. Ça facilitera sa motivation et sa volonté de changer. Olivier Girard, notre premier invité ergonome et posturologue. Vous signez d'ailleurs aussi, je le signale quand même, un livre qui s'intitule « Plein le dos, le manuel de la posture ». C'est édité aux éditions Favre. On aura certainement l'occasion d'y revenir durant cette heure. À vos côtés, notre deuxième invité, Frédéric Régamet, médecin et responsable du secteur santé en entreprise à Unisanté. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce guichet. Alors Quentin citait l'OFSP tout à l'heure, qui dit que la position assise prolongée
sédentarité est associée aux maladies cardiovasculaires, au diabète de type 2 et à la mortalité cardiovasculaire, entre autres. C'est des risques donc qui sont concrets pour notre santé. La position assise, c'est vraiment délétère ou c'est juste le symbole de notre sédentarité ? Alors le formuler comme ça, c'est intéressant et c'est une bonne lecture. Maintenant, peut-être pour rassurer nos auditrices et nos auditeurs, la position assise en soi n'est pas dangereuse, mais c'est vrai que selon sa durée, le contexte de sa pratique et puis sa répétitivité, c'est un enjeu de santé publique, de santé au travail. Et c'est surtout un enjeu de prévention, comme le disait aussi Monsieur Girard. Frédéric Régamel, la majorité du temps que l'on passe assis, c'est beaucoup au travail, c'est souvent au travail. Qu'est-ce qu'il est possible pour un employé de mettre en place pour être moins sédentaire et pour moins rester assis ? Alors, il y a beaucoup de choses possibles. Après, toutes ne vont pas convenir à tout le monde. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une approche individuelle, d'essayer et de tester différentes approches. Alors, une première chose, c'est déjà d'explorer les marges de manœuvre qu'on peut avoir au travail, à la maison, pour varier ses activités, varier sa posture, se questionner peut-être sur sa posture, sur la manière dont son poste de travail est organisé, sur la possibilité de changer, varier les activités, de faire des micro-pauses. Et puis, c'est aussi utile de pouvoir en parler avec ses collègues, avec sa famille, parce que souvent la motivation, elle s'ancre aussi dans le collectif, dans la discussion avec d'autres collègues, avec sa famille. Et puis, il y a aussi la possibilité de se faire accompagner si on a une pathologie, si on a des difficultés par des spécialistes, des médecins. Voilà, il y a différentes initiatives aussi de promotion de l'activité physique sur le canton et au niveau des institutions. Une grosse partie des troubles directs, on va dire, liés à une mauvaise position assise, ce sont les maux de dos ou les problèmes musculo-squelettiques. Vous, Frédéric Régamel, c'est des choses que vous voyez beaucoup, de gens qui souffrent de ça, parce que souvent ils restent trop assis. Alors oui, les troubles musculo-squelettiques, c'est une problématique majeure. Alors pas que chez les gens qui sont assis, en santé au travail, on en voit beaucoup aussi dans d'autres corps de métier. C'est pas les personnes assises qui sont forcément les plus exposées, mais là aussi on accompagne des personnes, des entreprises, soit dans de la prévention en amont, soit dans l'accompagnement au retour au travail quand il y a en fin de compte une pathologie qui impacte, qui limite le retour au travail ou qui occasionne une incapacité de travail. 0800 108 208 pour nous appeler si vous avez des questions à poser à nos deux spécialistes sur la position assise ou si vous avez des témoignages, ou bien vous pouvez aussi nous envoyer un vocal au 076 206 12 12 via la messagerie de votre choix ou nous écrire à onenparle@rts.ch. Et c'est ce qu'a fait déjà Christian, Quentin. Oui, Christian qui nous écrit « Je pense que l'évaluation de 6 à 8h30 en position assise par jour est bien trop basse par rapport à la réalité. En effet, sur 24 heures, si l'on compte 8 heures de sommeil, il reste 16 heures. Les durées longues peuvent être un travail de bureau, mais aussi la conduite d'un véhicule, un repas arrosé, des heures passées devant la télévision, l'ordinateur ou la lecture en tant que loisir. On est donc assis bien plus longtemps que cette moyenne dont il est difficile de comprendre d'où elle provient. Bon, elle provient de l'Observatoire suisse de la santé, juste pour vous préciser, Christian. Mais c'est une moyenne, c'est ça. C'est une moyenne, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que vous, Olivier Girard, vous la remettez aussi un peu en doute, cette moyenne. Finalement, on est quasiment assis tout le temps. Je pense que le problème des moyennes, si vous voulez, c'est que ça lisse les extrêmes. C'est ça. Donc vous avez des gens qui sont debout tout le temps et vous avez des gens qui sont assis tout le temps, ce qui fait en moyenne de l'ordre de 8 heures, mais vous avez deux populations qui ont toutes les deux mal pour des raisons différentes. Les debout tout le temps, pensez aux coiffeurs, pensez aux vendeurs, pensez, etc., etc. Les assis tout le temps, pensez aux employés de bureau et compagnie. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup plus que 8 heures, effectivement, et qui devraient faire attention à ça. Frédéric Régamel. Mais quelque part, peu importe, je pense que ça ne doit pas nous détourner des objectifs de prévention. Et puis effectivement, bouger, varier, explorer les manières de rester actif. Quelque part, quel que soit le temps moyen passé assis, peut-être que c'est plus, mais je dirais c'est pas le plus important. Mais c'est vrai que on parle il parlait des transports publics aussi. C'est vrai que des fois on peut faire le choix de ne pas prendre le bus et de marcher peut-être 20 minutes en plus. Ça, c'est peut-être un conseil de prévention qu'on pourrait donner aux personnes qui nous écoutent. Alors excellent, je pense que ça fait partie de l'arsenal. Ça peut être une
une bonne stratégie. Après, comme évoqué, ça dépend aussi à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux. Ça peut convenir à certaines personnes, moins à d'autres, mais oui, c'est une bonne piste. Un guichet consacré ce matin à la position assise avec nos deux invités, médecin Frédéric Régamet, médecin et responsable du secteur santé en entreprise à Unisanté, et un ergonome et posturologue, Olivier Girard. Et avec vous qui nous écrivez, qui nous appelez, on a notamment ce message de Jacqueline, Quentin. Oui, qui nous écrit et qui nous dit « S'il n'est en effet pas bon d'être tout le temps assis, ce n'est guère meilleur d'être tout le temps debout. Je suis libraire et ai donc passé ma vie professionnelle presque toujours debout. À la retraite, j'avais même de la peine à rester assise. Lorsque j'ai commencé à avoir mal aux genoux, la première question a été « Avez-vous travaillé debout ?» Après une prothèse à la hanche et une au genou, j'ai mal au dos quand je marche. Donc voilà, Frédéric Régamel, on a finalement l'exemple contraire d'une personne qui est restée debout toute sa carrière, toute sa vie, et elle a eu des soucis. Donc finalement, on peut aussi avoir des problèmes même quand on n'est pas tout le temps assis. Oui, on est navré pour Jacqueline. Maintenant, c'est des fois difficile de savoir quels sont les facteurs contributifs quand on a, on va dire, des troubles musculo-squelettiques. C'est clair qu'on a parlé de la position assise, on sait qu'il y a d'autres contraintes qui peuvent jouer un rôle. Maintenant, c'est important de pouvoir avoir un suivi, une approche médicale, et puis ça ne doit pas être, on va dire, un motif pour renoncer à avoir une activité physique et puis qui est bien sûr adaptée. Donc là aussi, il y a la possibilité de se faire accompagner pour avoir une activité physique qui est adaptée en fonction de sa problématique, soit directement par son médecin, soit par des consultations spécialisées qui conseillent l'activité physique. Dans ce cas-là, Olivier Girard, dans le cas de Jacqueline, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Parce que c'est vrai, voilà, on a un métier, des métiers où on est souvent debout. Est-ce qu'il faut justement trouver un moment où on doit s'asseoir? Effectivement, ce qu'on voit, c'est que dans le milieu du travail, il y a 3 grandes thématiques qui posent des problèmes quand elles sont en excès. Il y a la thématique de trop assis, il y a la thématique de trop debout et il y a la thématique du port de charge. Vous voyez, c'est les 3 grands domaines sur lesquels on intervient régulièrement et l'excès de n'importe laquelle de celles-là va causer des problèmes. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver tous les leviers que votre métier vous donne pour insérer des petits moments dans l'autre des positions. Si je travaille beaucoup debout, qu'est-ce que je peux faire pour être plus fréquemment assis? Si je travaille beaucoup assis, qu'est-ce que je peux faire pour être plus fréquemment debout? Et à ce sujet-là, si vous voulez, je crois que c'est important. J'aime bien prendre la comparaison avec le brossage de dents. On se brosse les dents 3 minutes 3 fois par jour, ça fait 9 minutes par jour, ça fait 1 heure par semaine. Mais on se brosse pas les dents tous les samedis de 14 à 15 et comme ça on est tranquille pour la semaine. Vous voyez, c'est la fréquence qui compte, pas la durée totale. Et là, c'est exactement la même chose. On va vouloir des petites interruptions fréquentes, pas des gros blocs. Donc, il faudrait presque se mettre des alarmes, je ne sais pas, tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes, pour se lever, faire un petit peu d'exercice. Il y a des logiciels qui existent pour ça. On peut faire ça. Maintenant, ayant installé ce logiciel, je peux vous garantir que moi, comme vous, comme tous les autres, on l'envoie balader 1 fois sur 2. Mais au moins, on garde le sentiment du temps qui passe. Vous voyez, on ne se fait plus dépasser par la montre. Quentin? Oui, on a une autre question d'Adrien. J'ai une question sur mon mal de dos parce que je conduis beaucoup. Pardon, c'est Adrien, je me suis trompé dans le prénom. J'ai une question sur mon mal de dos parce que je conduis beaucoup, 80 000 km par an et j'ai eu le dos bloqué il y a 2 semaines. Je souhaitais connaître des exercices pour soulager ces douleurs. Peut-être, Olivier Girard, dans un premier temps, lorsque l'on passe beaucoup de temps assis au volant, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Adrien pour justement peut-être avoir une position assise qui est correcte, qui pourrait soulager ces maux de dos ou en tout cas éviter de les avoir? Oui, je voudrais d'abord souligner la formulation de la question. Elle est souvent la même. Elle est « je fais ça, j'ai mal, qu'est-ce que je peux faire pour soulager ?» La question préliminaire, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ?» Vous voyez? Et ensuite, je travaillerai sur les symptômes. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que en posture, si vous voulez, on va y revenir, mais ce qui caractérise une bonne posture assise, c'est un bon soutien au niveau du bassin. Donc, le réglage du siège doit être centré autour de cette idée-là. Et notamment, en fonction du véhicule que vous conduisez, l'idée, elle est d'être assis le plus haut possible sans que ça pose de problème. C'est-à-dire sur un véhicule bas, sans que je me tape la tête sur le plafond, sur un véhicule haut, que j'ai les pieds bien par terre. Mais toujours un bon soutien de bassin. Et ça vous donne, on va dire l'endurance max. Mais l'endurance max, il faut bien comprendre que c'est de l'ordre de 25 à 30 minutes. Au bout de 25 à 30 minutes, on a déjà un phénomène de compression dans le bas du dos. Donc,
aussi, je fais 50 000 bandes par an. Je ne suis pas à 80 000, mais pas loin. Je ne peux pas me lever toutes les demi-heures. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Par contre, j'essaye de me lever le plus souvent possible en organisant mes trajets de sorte à ne pas être soumis aux embouteillages trop. Et puis, dès que je vais sortir de la voiture, si j'ai été assis plus qu'une demi-heure d'affilée, je sais que j'ai comprimé mon bas du dos et donc je vais faire des exercices de décompression de bas du dos qui sont pas forcément faciles à montrer à la radio, mais en gros l'idée c'est de pencher vers l'avant de sorte à décomprimer la colonne vertébrale. Ça je peux faire sur l'autoroute. Ouais, ça c'est faisable. Frédéric Régamet. Peut-être juste en complément, souvent dans les voitures, on a un angle entre les jambes et le bassin qui est assez fermé, et de pouvoir réfléchir à régler le siège ou choisir un véhicule qui permet d'avoir un siège un petit peu plus haut, ça permet d'avoir un angle un peu plus ouvert et souvent c'est moins contraignant au niveau lombaire et du bassin. Et c'est plutôt conseillé d'avoir un siège dur, parce qu'on peut régler aussi la dureté du siège. On a souvent des sièges qui sont bien mous, bien confortables, on est bien installé, un peu comme dans un canapé. Est-ce que c'est plutôt mieux d'avoir quelque chose de dur ? Là, Olivier, si vous voulez, ce qu'on va chercher, c'est le juste milieu, comme souvent dans ce domaine. C'est-à-dire qu'un siège trop mou va pas tenir votre bassin. Donc, il va contredire ce que je vous expliquais avant, qui est le besoin de stabilité du bassin. Un siège trop dur va créer des points de pression, notamment au niveau du passant central du jean. Vous savez, là où vous avez la ceinture, ça va appuyer sur le bas du dos, sur les zones osseuses, et ça va faire mal. Ça, c'est un siège trop dur. Et donc, on veut l'entre-deux. Vous voyez ? Et cet entre-deux, c'est vrai qu'il va dépendre aussi de votre habillement. Si vous n'avez pas de passant central sur votre jean, vous avez ce point de pression-là en moins. Ouais. Intéressant. On a une autre question, Elena de la Tour de Paix, qui nous demande: est-ce que le fait de croiser ses jambes a une influence sur les vertèbres et le bas du dos ? Frédéric Régamet. Alors on dit souvent croiser les jambes, c'est mauvais. Après, ça peut induire effectivement au niveau du bassin une torsion ou une différence d'appui. Après, de mon point de vue, c'est surtout une question de durée. Donc croiser les jambes pendant une courte durée, c'est pas forcément problématique. Si c'est la position dominante, effectivement, ça induit un certain nombre de contraintes. Mais ça a une incidence sur la circulation sanguine, par exemple ? Alors, quand on croise les jambes, oui, on peut avoir un appui et puis ça diminue le retour, ou ça peut diminuer le retour veineux et lymphatique si c'est prolongé, oui. Olivier Girard. Ce qui est intéressant alors je suis totalement d'accord avec le docteur Régamet qui souligne l'aspect important que la posture combinée à la durée est un problème. Mais ce qui est intéressant quand les jambes sont croisées, c'est de se poser la question de pourquoi vous croisez les jambes. Et en fait, il y a 3 possibilités. La première, c'est la mauvaise habitude. Là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire de l'extérieur. Mais il y a 2 autres sources qui sont importantes. La première source, c'est le sentiment de glisser dans le siège. S'il est trop haut, si c'est un cuir glissant, etc. Parce qu'en croisant les jambes, je concentre mon poids sur une fesse, je m'enfonce un peu plus dans le siège et ça me stabilise. Donc, éliminer les facteurs d'instabilité dans le siège, c'est une première piste. Et puis la deuxième piste, c'est comme je vous ai dit, le corps a besoin de bouger régulièrement. Et si j'ai décidé que alors que la mère nature m'a dit de bouger, moi je vais rester les fesses sur mon siège, vous bougez ailleurs. C'est où bouger ailleurs ? C'est croiser les jambes, se tordre sur les bras, etc. Ouais. Donc le conseil courant que je donne, c'est la meilleure solution pour ça. Elle a été inventée il y a un peu plus de 2000 ans, elle s'appelle « Lève-toi et marche ». et Olivier Girard, pour revenir sur le fait de glisser dans son siège, vous donnez même le conseil dans votre livre de mettre peut-être un petit tissu antidérapant, c'est ça ? Alors, c'est un bricolage. Un siège qui dérape pas, c'est la Rolls. Maintenant, quand vous êtes dans l'avion, quand vous êtes dans le train ou quand vous êtes organiste, c'est ça l'origine du truc. C'est que les organistes jouent avec leurs pieds pour les basses et avec les mains. Donc si vous regardez un organiste, il est totalement déstabilisé, le pauvre type, ou la pauvre dame. Vous voyez ? Et donc on lui met effectivement un petit antidérapant, mais oubliez pas, c'est du bricolage. L'idée de base, c'est d'avoir un siège qui dérape pas. On a pas mal de questions par écrit, notamment celle de Madame Glasset de Bulle. La posture assise est un problème majeur touchant toutes les générations. Les gabarits varient, le mobilier reste standard. En tant que physiothérapeute, j'observe souvent de mauvaises positions, surtout face à l'ordinateur. Ce trouble est multifactoriel et lié aux activités quotidiennes. Je suis physiothérapeute à la retraite, mais donne toujours des cours aux seniors. Donc c'est vrai qu'elle répète ce fait que finalement, c'est pas que devant notre ordinateur qu'on a des problèmes, mais c'est vraiment multifactoriel. Qu'est-ce que vous abondez dans ce sens, j'imagine, tous les deux ? Absolument, absolument.
On a cette question de Florent aussi, de Chezeaux-sur-Lausanne, qui nous dit « Je suis paraplégique depuis 55 ans, j'ai 75 ans, donc pour la position assise, je n'ai pas le choix. Ce qui veut dire que je suis sujet à toutes ces maladies dont vous parliez. Est-ce qu'il y a une solution ?» Frédéric Régamet. Alors, j'ai pas les détails sur la prévalence de ces maladies chez les personnes paraplégiques. Maintenant, c'est clair qu'il y a des besoins particuliers et j'imagine qu'il y a un accompagnement avec des spécialistes, un réseau de spécialistes pour justement éviter les points d'appui et puis éviter de pouvoir rester actif. Il y a aussi malgré tout de l'activité physique adaptée qui peut être mise en place pour les personnes paraplégiques. On a une question de Claude par email. Les pressions au niveau des disques intervertébraux varient presque du simple au double si notre dos est droit ou voûté. Rien que la reconnaissance de cette particularité devrait nous pousser à modifier nos positions, mais on ne le sait pas. C'est vrai qu'on a souvent cette expression en tête, Olivier Gérard, assieds-toi droit, et le dos droit. Est-ce que ça, c'est une expression qui fait sens ? Je vous parlais tout à l'heure du juste milieu. Et vous voyez, quand on coach des gens en rééducation posturale pour changer leurs habitudes, les mots sont très importants. Il faut observer la réaction des gens aux mots qu'on utilise. Et quand on dit à quelqu'un « tiens-toi droit », il va avoir tendance à surcorriger, à creuser. C'est-à-dire de partir dans l'autre extrême qui n'est pas mieux. Et c'est pour ça que, si vous voulez, dans le livre, j'utilise un terme qu'il faut utilisé avec les explications en italique, qui est, je parle d'un dos plat, qui n'est pas la pathologie du type qu'on met sur une IRM et on n'observe plus de courbure lombaire, mais c'est je mets la main dans mon dos et j'ai un sentiment de plat. Et c'est vrai que avachi, c'est pas bénéfique pour plein de raisons, mais l'excès dans l'autre sens, l'hypercambrure, n'est pas plus bénéfique, elle pose juste d'autres problèmes. Nos deux invités, je vous le rappelle, Olivier Girard, ergonome et posturologue, et Frédéric Régamet, médecin et responsable du secteur santé en entreprise à Unisanté, sont là pour répondre à vos questions. Et on en a une justement, Quentin, d'un auditeur. D'une auditrice, pardon. Oui, de Caroline, qui nous écrit et qui nous dit « Avec une hernie lombaire et une hernie cervicale, j'ai beaucoup souffert durant 4 ans environ. Hésitant même à changer de job, je rédige la plupart du temps devant l'ordinateur. Tout va beaucoup mieux depuis l'automne 2023 où je me suis acheté un bureau me permettant de travailler debout. J'alterne ainsi les positions, je revis et suis vraiment heureuse d'avoir trouvé cette solution. » Olivier Gérard, une réaction par rapport à ça, le bureau debout, est-ce que c'est de la possibilité de se mettre debout, est-ce que c'est une bonne solution ? J'ai 2 réactions. D'une part, je suis content que Caroline aille mieux. Ça, c'est très bien. D'autre part, si vous voulez, le bureau assis debout, il porte bien son nom parce qu'il permet de travailler debout. Mais ça, c'est que la moitié de son intérêt. L'autre intérêt, c'est qu'il permet de travailler assis à la bonne hauteur. Et c'est d'autant plus important dans les environnements où les postes de travail ne sont pas attribués. Donc, vous voyez, c'est pas seulement une question d'être debout. Le business case du bureau électrique, il va bien au-delà de ça. Frédéric Régamet, vous qui êtes médecin responsable du secteur santé en entreprise, est-ce que d'après ce que vous constatez, est-ce que les entreprises sont sensibles à cela, à installer justement un équipement qui permet d'être debout, d'être assis, et de bouger, de ne pas être tout le temps dans la même position ? Alors l'ergonomie au sens large, c'est une thématique centrale en santé au travail, bien sûr dans les postes actifs, mais aussi dans les postes sédentaires, et de plus en plus d'entreprises mettent des programmes, mettent des initiatives, des processus pour gérer ces demandes. Et il y a des politiques d'entreprise qui proposent de manière large ces bureaux assis debout. En sachant que ça marche bien et tant mieux pour Caroline, mais c'est pas la panacée. C'est vrai qu'il y a d'autres mesures, d'autres initiatives qui permettent de rester actif et de pouvoir Comme quoi, par exemple ? D'autres mesures en termes d'organisation du travail. On parlait des enjeux collectifs. On peut décider au niveau d'une équipe de fonctionner différemment, de faire peut-être des réunions debout, ou bien de faire des séquences de travail qui sont plus courtes, qui permettent d'alterner les positions, de favoriser l'usage des escaliers, par exemple. Il y a des mesures architecturales aussi d'ergonomie de conception qui vont permettre de aménager les espaces de travail de manière à favoriser le mouvement. Donc il y a plein d'initiatives qui sont possibles et que l'employeur peut choisir de porter, et de plus en plus le font. Olivier Gérard, vous vouliez réagir aussi ?
Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'aimerais ajouter que, si vous voulez, au final, derrière le mouvement, ça interroge pas mal notre rapport au travail et au poste de travail. Dans beaucoup de milieux, on a le sentiment que dès qu'on n'est plus derrière son écran, on n'est plus au travail. Et cette culture-là favorise la sédentarité. Alors que la dernière idée brillante que vous avez eue, vous l'avez certainement pas eue derrière votre écran. C'était sous la douche, c'était en forêt, c'était en vacances, si vous voulez. Le cerveau a besoin de déconnecter pour être créatif, pour être inventif. Donc en fait, un employeur devrait créer cette culture de « je sais que tu es au boulot même si tu es en train de marcher dehors ». Vous voyez, je peux faire une bilatérale avec mon collègue dans le parc, ça ne m'empêche pas de travailler. 0800 108 208, appelez-nous, on vous a pas encore entendu, on a simplement lu vos messages, mais on aimerait bien aussi vous entendre, donc profitez-en, 0800 108 208 pour nous appeler ou poser vos questions ou raconter peut-être votre témoignage sur la position assise, le thème de notre guichet. On reçoit quand même pas mal de questions par écrit, Quentin. Oui, dont celle de Patricia. Je fais un travail de bureau, comment puis-je savoir si je suis assise correctement à mon bureau? Je fais aussi du télétravail sur ma table de cuisine, vu que mon entreprise fait beaucoup de réunions. Comment rendre les réunions plus mouvantes dans un environnement plutôt conservateur, hiérarchique, old style? qui veut réagir? Frédéric Régamet. Alors peut-être c'est l'occasion de mentionner toute une série d'outils qui permettent de faire un autocontrôle ou d'évaluer ou d'auto-évaluer son poste de travail. Donc là, il y a différents outils qui sont mis à disposition par le SECO. Il y a notamment un outil qui s'appelle ErgoCheck, qui est une application mobile qui permet de pouvoir aussi faire un autotest à la maison et puis de pouvoir vérifier les réglages, la disposition de son poste de travail. Voilà, donc ça peut être une première piste. Olivier Gérard, vous vouliez rajouter quelque chose? Pour rentrer un petit peu dans le concret, je dirais que, vous savez, si je veux m'assurer que mon poste est bien réglé, il y a finalement 2 étapes. La première étape, c'est s'occuper de son dos, ce que je vous disais sur la question d'aller chercher un dos plat, mais en gros, ça veut dire stabiliser le bassin. Et donc, tout le réglage de la chaise doit être centré autour de l'idée que mon bassin doit être stabilisé. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir les pieds au sol, c'est pour ça que le siège ne doit pas être trop profond, c'est pour ça qu'il doit avoir un dossier bien réglé, etc. Donc, étape 1, je stabilise mon bassin. Et l'étape 2, c'est que la nuque ne souffre jamais d'être trop relaxe. Et donc, si vous voulez, la deuxième étape, celle où je branche le bureau, le clavier, la souris, l'écran, vise à atteindre cette relaxation maximale de la nuque. Vous parlez beaucoup de position du singe dans votre... C'est quoi exactement ça? La position du singe, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est ma mentor aux Pays-Bas à l'époque qui a soigné tous les grands musiciens du XXe siècle. Et si vous voulez, elle s'est rendue compte que lorsque le bassin est très légèrement reculé, c'est-à-dire que les bras pendent devant nos hanches de façon naturelle, la nuque est plus relaxe quand on travaille vers l'avant. Et en fait, effectivement, c'est la position du singe, mais c'est également la position de vos enfants. Mon fils qui a 5 ans se tient toujours comme un singe. Bon, il prendrait 2 claques s'il ne le faisait pas. Mais je veux dire, un enfant fait la même chose parce qu'il cherche l'équilibre maximum avec l'effort minimum. Peut-être juste pour revenir avec vous, Frédéric Régamet, sur finalement le droit peut-être des employés à avoir un bureau assis debout. Est-ce qu'on peut le demander au niveau ergonomique? Qu'est-ce qu'on peut faire comme demande à son employeur? Alors on peut le demander, c'est clair que l'employeur a des obligations en termes de protection de la santé de ses employés. Il doit prendre toutes les mesures pour pouvoir prévenir les risques professionnels et notamment aménager les espaces de travail. Ça concerne en particulier l'ergonomie. Par rapport au bureau assis debout, je dirais qu'il n'y a pas une obligation pour l'employeur de mettre à disposition un bureau assis debout. S'il y a des demandes, des besoins particuliers, il doit pouvoir les considérer et puis évaluer si c'est adapté ou pas. Ça va dépendre en particulier de la politique d'entreprise. Si il met à disposition dès qu'il y a une demande, s'il y a un certificat médical qui est souhaité. Voilà, ça va dépendre un petit peu de l'organisation de chaque employeur. On a un auditeur qui nous dit qu'il n'est plus tout jeune, mais qu'il se souvient, et il dit « Je me souviens qu'à l'école primaire, nous devions nous asseoir de temps en temps avec les bras dans le dos, ce qui nous obligeait à nous tenir droit. Et je pense que l'idée n'était pas si mauvaise. » Pas si mauvaise, Olivier Girard? Je pense que ce qui est atteint avec ça, c'est un peu la stabilisation du bassin que je mentionnais. C'est-à-dire que si je croise les mains dans mon dos, elles arrivent plus ou moins à la hauteur de la ceinture et ça stabilise le bassin. Je fais l'exercice, ensuite, j'essaye de voir ce que ça donne. En faisant l'exercice, vous sentirez certainement que l'inconvénient de cette position-là, c'est qu'elle a tendance à pousser vos clavicules vers l'avant. Oui. Et donc, si vous voulez, ça induit en haut
une espèce de position, j'allais dire épaule devant, tête devant. Les bras sont faits pour être plutôt devant. Donc oui, ça stabilise le bassin, mais un peu au détriment des épaules. On a d'autres outils pour stabiliser le bassin. Par contre, il est extrêmement important effectivement de mentionner à ce stade que les habitudes sont prises à un jeune âge et que le mobilier qui est aujourd'hui à disposition dans les écoles ne facilite d'une part pas la prise de bonnes habitudes, d'autre part induit un inconfort postural qui est lié au désengagement. Ça, c'est bien prouvé. Donc en gros, le mobilier qu'on met aujourd'hui dans les écoles empêche les enfants d'apprendre. Ce qui me paraît être un non-sens en termes de future santé publique aussi. Donc changer le mobilier des écoles. L'appel est lancé. Quentin. On a une question de Raymond de Prilly qui nous dit j'ai 86 ans et je vais 2 jours par semaine au CAT, Centre d'accueil temporaire. Depuis quelque temps, on nous oblige à nous lever pour aller chercher notre repas afin de nous faire bouger. D'abord, on doit mettre la table et ensuite, on doit se déplacer pour aller chercher à manger. Beaucoup ont rouspété, mais moi, je trouve cela très bien. Frédéric Régamet, voilà, quand on change les habitudes, on rouspète, mais finalement, en termes de prévention, c'est plutôt pas mal ça. C'est un bel exemple d'initiative pour favoriser en fin de compte le mouvement et on voit qu'effectivement à tout âge, et on sait aussi que chez la population de seniors, il y a des bénéfices de l'activité physique régulière, donc c'est très bien. Olivier Girard. Et vous voyez, en fait, il y a aussi des bénéfices pour les collaborateurs. C'est-à-dire que tout ce que les seniors font, c'est une charge en moins sur les collaborateurs. Donc c'est un deal win-win pour tout le monde. On va prendre un appel au 0800 108 208. Marc-Antoine nous a appelé de Chèvres. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Juste pour donner une petite suggestion qui pourrait être de service à pas mal de gens. Déjà, merci pour votre émission. Et puis ensuite, c'était simplement aussi de proposer dans les cuisines, dans une petite cuisine, ou quand on a une cuisine même, c'est d'avoir une table aussi qui peut se lever et se baisser. Déjà, ça fait une table basse, une table haute pour manger et également même un plan de travail. Donc, on réunit 3 choses en même temps et je trouve que c'est très pratique. Par exemple, même le matin, on peut déjeuner debout, même prendre son dîner. Et je trouve que ça se passe très bien. Vous avez ça chez vous? Vous avez ça dans votre cuisine, Marc-Antoine? Alors, plus maintenant, mais avant, j'avais ça, ouais. C'était par hasard, j'avais installé cette table à la cuisine, mais ça rendait vraiment service parce que ça faisait 3 tables en même temps, quoi. Merci pour la suggestion et nos 2 invités acquiescent, visiblement. Nous avons aussi reçu, on peut peut-être écouter un vocal que nous avons reçu de Yasmine. Le voici. Ma question s'adressait donc aux spécialistes concernant le fait d'être assis en excès, mais surtout d'être mal assis. Donc ça a été depuis un petit peu évoqué, mais la question notamment du télétravail, qui est le bienvenu, surtout depuis la pandémie, mais qui induit aussi beaucoup de mauvaises installations. Personnellement, je suis active, je fais du sport 6 jours sur 7, mais j'ai de manière chronique des problèmes de cervicales, j'ai des douleurs au trapèze, etc., qui sont, selon moi, clairement induites par une mauvaise installation chez moi. Alors, bien sûr, c'est ma responsabilité, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi sensibiliser un petit peu les employeurs et les employés, évidemment? Et est-ce que les employeurs n'ont pas aussi une responsabilité dans cette situation-là, de s'assurer qu'il y a un équipement correct, qu'on apprend, qu'on forme les employés à se tenir correctement, etc. Voilà, merci infiniment, bonne journée. Merci à vous Yasmine. Frédéric Régamet. Oui, alors je pense que c'est une bonne remarque, suggestion autour d'un thème qui prend de l'importance. L'employeur a une obligation, même en cas de télétravail, cette obligation va être plus forte si c'est un télétravail qui est demandé par l'employeur, mais s'il est accordé à l'employé, l'employeur a toutefois quand même la responsabilité de s'assurer que la personne est informée et qu'elle dispose d'équipements qui sont quelque part adéquats. Donc là, il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent en place aussi des conventions de télétravail qui visent à informer aussi des responsabilités des employés, de leur donner les ressources pour pouvoir bien s'équiper et aménager leur poste de travail à la maison. Oui, parce que le télétravail a des avantages, mais il a aussi cet inconvénient, effectivement, voilà. Des fois, on fait un peu n'importe quoi en télétravail. Bonjour Marie. Bonjour. Oui, j'ai mis mon téléphone. Alors, mais oui, c'est à vous, Marie. Marie qui nous appelait de Morges. Ouh là là, où mon téléphone? Allez, c'est à vous. Voilà, mon médecin avait mal au dos et il avait et pour travailler, il travaillait assis sur un tabouret à un seul pied qui
qui est le bas du pied, il y a une sorte d'assiette un peu, pas tout à fait plate. Mhm. Et puis, on peut régler le tabouret hauteur. Moi, j'en ai un à la maison, je l'utilise tout le temps parce que j'ai un problème de dos. Et c'est formidable parce que vous pouvez régler la hauteur. Donc, vous n'êtes pas... Il n'y a pas de dossier. Mhm. Donc, vous pouvez complètement régler votre façon de travailler. Si vous travaillez en hauteur, vous pouvez le monter. Et puis, si vous êtes à table, vous le descendez à cette hauteur. Et on a tout à fait une autre posture parce qu'on a les genoux qui descendent. Mhm. On est toujours un petit peu au-dessus son derrière et au-dessus de ses genoux. Mhm. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du plan de travail, hein, la table qui peut se lever, se baisser, mais on n'a pas beaucoup parlé du siège. Olivier Girard, qu'est-ce que vous en pensez de ce tabouret qui se... J'ai un tabouret très similaire à la maison. Oui. Et effectivement, son gros avantage, c'est que vous allez pouvoir vous adapter à la hauteur du plan de travail que vous avez. Donc, si vous voulez, quand je mange comme un vieux célibataire à mon plan de travail, je suis plus haut que quand je suis assis plus bas. Par contre, il faut garder en tête que votre poids a en gros deux composantes. Il y a la composante verticale, vous voyez, vous êtes assis. Puis à côté de ça, il y a l'avachissement quand je suis assis. Ça, c'est ce que j'appelle la composante horizontale. Le tabouret va absorber la composante verticale, mais tout ce qui est avachissement n'est pas absorbé par le tabouret. Et donc, il y a une partie du poids de votre buste qui reste sur les tissus. C'est pour ça que ces tabourets sont bien pour des courtes périodes, mais ils ne doivent pas être vus comme un remplacement d'un siège ergonomique au poste de travail de quelqu'un qui y est 8 heures par jour. Voilà, il ne faut pas en abuser, Frédéric Rigamet. Non, ça illustre bien qu'en fin de compte, il y a différents sièges qui peuvent être adaptés pour différentes activités. Et ça, c'est une des options avec les limites qui viennent d'être évoquées, effectivement. Concernant justement les sièges, nous avons deux questions concernant les ballons. Vous savez, ces ballons où on peut s'asseoir dessus. Albert qui nous dit l'employeur de ma copine a mis à disposition des gros ballons pour que les gens puissent s'asseoir dessus pour travailler. Est-ce que c'est bon pour le dos de rester assis sur ces gros ballons? Et aussi Caroline qui nous demande et le ballon, pas toujours simple de rester assis dessus, ça fait travailler plein d'autres muscles. Le ballon, bonne solution ou pas, Olivier Girard? Si vous voulez, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que être bien assis, c'est stabiliser le bassin. Parce que sur le bassin est montée la colonne vertébrale, qui est quand même le système nerveux central. Donc on a besoin d'une stabilité du bassin. J'ai pas dit immobilité, j'ai dit stabilité. Et vous voyez, il n'y a pas grand-chose de plus instable qu'un ballon. Donc un ballon, c'est quoi? C'est pas un siège de travail, c'est un outil d'entraînement. Je crée des conditions instables pour m'apprendre à chercher la stabilité. Et c'est pour ça que, à nouveau, le ballon, il doit pas être utilisé 8 heures par jour en remplacement de votre siège de bureau. Il doit être utilisé comme un outil d'entraînement, c'est-à-dire des petites périodes quand je peux me concentrer sur ma posture, pas quand je suis concentré sur autre chose. Donc il faudrait l'utiliser en pleine conscience, en quelque sorte, quoi. Correct, sur une petite réunion, un petit coup de fil, quelque chose qui dure 5 minutes de temps en temps. On accueille Christine qui nous a appelé au 0800 108 208. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Il y a pas mal d'années maintenant, j'ai été faire un contrôle chez l'opticien pour mes lunettes progressives et je lui ai dit que j'avais toujours mal à la nuque quand j'étais devant l'ordinateur. Et l'opticien m'a dit « Ah, mais ça, c'est parce que vous avez une mauvaise position de la tête quand vous regardez votre ordinateur avec les lunettes progressives. Sans doute, je tirais un petit peu la tête en arrière pour avoir le bon niveau de mes lunettes progressives. » Il m'a dit « C'est tout simple, il faut absolument faire une paire de lunettes à 80 cm. » Il m'a dit, vous faites mesurer ça par votre mari. À quelle distance êtes-vous et votre visage est-il de votre ordinateur? Je vous parie que c'est 80 cm. C'était ça, c'était bien 80 cm. Il m'a fait faire cette paire de lunettes et je n'ai plus jamais eu mal à la nuque. Ce qui fait que j'étais très, très reconnaissante et depuis toutes ces années, j'ai toujours 3 paires de lunettes, mais progressives pour la journée, mais les lunettes pour lire à 40 cm et les lunettes d'ordinateur. Voilà. Merci de ce témoignage. Les lunettes, on n'aurait pas pensé à ça quand on entamait ce guichet sur la position assise. Mais je vous vois acquiescer, Frédéric Rigamet. Oui, alors merci à Christine d'amener ce point qui est souvent observé, plus souvent qu'on ne le pense. C'est vrai que les lunettes, quand on devient presbyte, les lunettes progressives amènent à avoir une posture de la nuque en arrière, ce qui peut occasionner de l'inconfort, des douleurs. Et puis là, ce qui est évoqué comme solution, c'est des lunettes qu'on appelle de proximité ou des verres dégressifs.
qui permettent de faire la netteté entre à peu près 2 mètres et 30 centimètres. Donc une plage quelque part pour tout ce qui est proximité et qui permet de moins tirer la nuque en arrière. Donc souvent, c'est bien apprécié, c'est utile. Moi-même, j'ai aussi une paire de verres dégressifs, donc je parle d'expérience. Peut-être dernières 2 questions qui sont revenues, c'est par rapport à ces t-shirts ou sous-vêtements que l'on voit dans les commerces avec des éléments qui permettent d'améliorer la posture. Est-ce que c'est efficace, Olivier Girard? Est-ce que vous pouvez leur répondre? J'en ai testé un pour essayer pour mon YouTube. J'ai gardé mal à la nuque pendant 2 jours. Ces trucs-là, si vous voulez, ils ont tendance à surcorriger. Et puis d'autre part, si vous voulez, pour corriger votre posture, la mère nature vous a équipé d'un truc qui s'appelle des muscles. Et mon conseil, il est d'apprendre à utiliser les muscles. J'aime pas vous rendre dépendant de quoi que ce soit. La liberté, elle provient de votre autonomie, dans votre capacité à utiliser votre corps correctement. Et donc, j'aime pas trop la dépendance à tous ces objets qui, au final, crament la planète pour pas grand-chose. Eh ben voilà, c'est dit, c'est clair. Merci beaucoup, Olivier Girard, ergonome et posturologue, auteur du livre, on le rappelle, Plein le dos, le manuel de la posture. C'est paru aux éditions Favre. Merci aussi à vous, Frédéric Régamet, médecin et responsable du secteur santé en entreprise à Unisanté. Une très bonne journée à tous les deux.